Bien, bonjour chers élèves. Donc comme promis, voici une vidéo pour la sixième explication de texte de l'année, qui sera consacrée à une fable de La Fontaine intitulée Le loup et le chien. Cette explication de texte, on l'a fait en parallèle de celle consacrée aux extraits du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie, on le sait, il propose toute une réflexion sur la tyrannie et la liberté, et à intervalles réguliers, il sollicite les animaux pour nous montrer précisément à quel point parfois, quand on renonce à sa liberté, on descend plus bas que terre, et aussi pour montrer que les animaux, ils sont prêts à se battre jusqu'au bout pour leur liberté. Or ici, on a précisément, avec La Fontaine, des animaux qui vont nous permettre de réfléchir sur la liberté et l'asservissement. La Fontaine, il disait, je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Et Labo ici, il fait pas autre chose. Donc cette explication de texte, elle est très connectée à tout ce qu'on a vu en cours. Je vous rappelle que pour bien réussir cette explication de texte, il vous faut deux documents. Le premier, c'est le texte distribué en cours, le texte qui est celui de la fable Le loup et le chien. Et le deuxième document, c'est l'affiche consacrée à l'explication de texte sur la fable Le loup et le chien. Et donc, un peu comme on fait en cours, vous devez avoir le texte sous les yeux et l'affiche, et on va légender, colorier, identifier au fur et à mesure les idées principales de ce texte. Ces documents, je les ai distribués en cours. Si jamais vous les avez perdus, je les remets en ligne. Cette vidéo, elle vous permet de faire cette explication de texte chez vous, comme ça on gagne un peu du temps. Et évidemment, je le précise, l'ensemble sera repris en cours et je répondrai à toutes vos questions. Ce faisant, je vais glisser sur l'introduction, on la lira ensemble en cours, je ferai la même chose à la fin pour la conclusion. Le but, c'est d'être le plus rapide possible et le plus clair possible. Je vais d'abord lire la fable de La Fontaine, qui est découpée en quatre parties. La première partie, le premier mouvement, c'est des vers 1 à 4, et ça met en place une rencontre inopinée, c'est-à-dire liée un peu au hasard. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. Un dog, c'est un chien de garde. S'être fourvoyé par mégarde, c'est se tromper de chemin sans faire exprès. Tout de suite, on voit dans cette situation initiale qu'on a deux personnages qui sont très opposés. Le loup d'un côté et le chien de garde de l'autre. On passe à la deuxième partie, des vers 5 à 12. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille. Et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Ici, on est dans la tête du loup. Le loup, c'est un prédateur et donc son premier réflexe, quand il voit ce chien de garde avec un embonpoint, c'est-à-dire avec un gros ventre bien nourri, bah, c'est de l'attaquer, de le dévorer. Lui qui meurt de faim. Le loup, c'est un animal ici qui est présenté comme mourant de faim. Mais il constate que le matin, c'est un synonyme de chien de garde, il est sacrément costaud, il est prêt à se défendre hardiment, c'est-à-dire avec courage, avec pugnacité, et donc finalement, il change de stratégie, plutôt que de l'attaquer physiquement, il va aller lui parler, il va aller le séduire, il va aller l'amadouer pour essayer de voir lui aussi comment avoir de la nourriture. Ce qui nous emmène à la troisième partie du texte, des vers 13 à 31, le dialogue entre le chien et le loup. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez bien un meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiants. Flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge comme une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Ok, donc là on assiste à l'échange entre le chien et le loup et on voit que le chien il va vanter son mode de vie. Il va vraiment essayer de convaincre le loup de vivre comme lui. Euh, Pourquoi ce mode de vie paraît si bénéfique? Bah parce qu'il est très confortable, il y a beaucoup de nourriture et le chien il a l'air de dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre ce beau salaire. Il va rabaisser le mode de vie du loup aussi, en rappelant que dans la forêt, on meurt de faim, que la forêt, elle est mal famée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes euh, euh,
désagréable, criminelle, un peu dangereuse, bref, que la forêt c'est un lieu dangereux et qu'il y a tout à gagner à devenir un chien de garde, à travailler pour un maître. Tout à gagner parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant, c'est-à-dire garder le territoire, et chasser les gens portant bâton, ça veut dire les pèlerins, et les mendiants, c'est-à-dire ceux qui mendient, qui sont pauvres. Donc, chasser des gens qui, au fond, ne présentent aucun danger. Il faut flatter du logis à son maître complaire. Ça veut dire qu'il faut plaire au maître, il faut être gentil, agréable avec lui. Et quand on fait ça, le chien souligne que le salaire, il est à la hauteur puisqu'il y a force relief de toutes les façons. Ça veut dire beaucoup de restes de repas. Alors dans les faits, ces restes de repas, ils font pas forcément rêver, hein. C'est juste des os de poulet, des os de pigeon, bref, pas forcément des gros os à ronger. Et il y a maintes caresses, ça veut dire que le maître, il est très gentil. Le loup, lui, il est complètement emporté par ce discours. Il est complètement séduit par le discours du chien, puisqu'on nous dit à la fin, le loup déjà se forge comme une félicité. Ça veut dire qu'il se forge un bonheur. Il visionne, il prévoit, il imagine le bonheur que ce serait de vivre ce mode de vie, d'avoir ce mode de vie aussi confortable. Il est tellement heureux à l'idée de pouvoir enfin être dans ce confort qu'il pleure de tendresse, il pleure de joie. On arrive à la chute de la fable, c'est-à-dire à la fin de la fable, qui va un peu tout renverser, des vers 32 à 41, c'est le quatrième et dernier mouvement. Chemin faisant, il, donc le loup, vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là lui dit-il. Rien. Quoi, rien? Peu de choses. Mais encore. Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Ok, donc la chute, c'est une fin un peu brutale qui nous invite, un peu surprenante, une sorte de retournement de situation qui nous invite à relire toute la fable. Ce qu'on remarque, c'est que le loup, il est intrigué par un détail, le col du chien pelé. Le col, c'est le cou, pelé, ça veut dire sans poil. Il voit que le cou du chien, il n'y a pas de poil. Sur un animal, une telle chose est anormale. Ça signifie soit une maladie, soit une violence. Ici, ce cou du chien qui est pelé, qui est sans poil, ça va fortement intriguer le loup. Et du coup, il va le questionner, pose des questions au chien, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi il n'y a pas de poils? Et le chien, il essaye d'esquiver les questions. Oh, rien, c'est rien, peu de choses, t'inquiète pas, continue, viens avec moi, viens travailler pour le maître. Bon, finalement, le loup est tellement insistant que le chien finit par cracher le morceau. Avec une phrase un peu énigmatique, un peu alambiquée, construite de façon très complexe, qui tourne autour du pot. Il nous dit, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Bon. On comprend. En fait, le chien, il est toute la journée attaché à un lieu avec un collier qui lui sert fort autour du cou. Bref, il est totalement privé de liberté, complètement asservi à son maître. Le loup, il est choqué quand il constate que le chien n'a aucune liberté. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez? Et le chien, toujours, il essaie de minimiser. Non, pas toujours, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai du confort. Au moins, j'ai plein de choses qui font que cette liberté, elle me manque pas trop. La décision finale du loup, elle est sans appel, hors de question de renoncer à la liberté. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. La morale, vous remarquez, elle n'est pas donnée par l'auteur. La plupart des fables de La Fontaine, pas toutes, mais la plupart, elles se terminent par une morale. Parfois, elles commencent par une morale. Quand c'est le cas, on dit que la morale, elle est explicite. Ça veut dire elle est évidente, elle est donnée par l'auteur. Ici, la morale, elle est implicite. Elle n'est pas vraiment donnée de façon très claire, très évidente par l'auteur. C'est à vous de la construire. Ici, ce qu'on comprend avec la remarque finale du loup, c'est qu'il n'y a pas de plus grand trésor, pas de plus grande richesse que la liberté. La liberté, c'est la vie, pour reprendre ce que l'un d'entre vous avait très justement dit en cours. Et le loup, il continue à courir, toujours libre. Alors la question qu'on va se poser pour cette sixième explication de texte, celle qui va guider notre explication de texte, c'est comment La Fontaine met-il en scène cette rencontre entre deux personnages opposés pour inviter son lecteur à mener une réflexion sur la liberté. Bref, comment par cette histoire, La Fontaine, il nous amène à voir toute la richesse, toute l'importance de la liberté. On va commencer par étudier le premier mouvement. Dans le premier mouvement, il y a quatre idées fondamentales à repérer. La première, avec cette couleur jaune, on va identifier un loup, les chiens, ce loup, un dog. Et ce qu'on remarque,
c'est que l'auteur, dès le début, il met en place une situation initiale et il nous présente ses personnages. Il y a deux personnages, un loup et un chien spécifique, un dog. Dog, je vous rappelle, ça veut dire chien de garde. On remarquera que l'auteur, il va un peu zoomer sur ces personnages. On va passer de un loup à ce loup précis, et de tous les chiens, on va passer à un chien de garde spécifique, un dog. Ce qu'on remarque par ailleurs, c'est qu'il y a une majuscule à chaque fois pour ces noms communs qui désignent des personnages. Il y a une majuscule à loup, il y a une majuscule à chien, il y a une majuscule à dog. Ça, c'est pour nous indiquer la dimension un peu allégorique, symbolique de ces personnages. Ces personnages, ils représentent pas juste un loup, un chien. C'est un chien qui représente quelque chose. C'est un loup qui représente quelque chose. On retombe un peu sur quelque chose qu'on avait déjà vu avec l'explication de texte numéro 3 qu'on avait consacré à un extrait des Misérables de Victor Hugo. Rappelez-vous, dans cet extrait, on avait un homme qui tombait à l'eau et on avait dit que le bateau, il représentait quelque chose. La mer, ça représentait quelque chose. Le naufragé, il représentait quelque chose. De la même façon, ce loup, c'est pas juste un animal. Ce chien, c'est pas juste un animal. Il représente l'un et l'autre quelque chose et on va en parler. Ici, ces animaux, tout au long du passage, ils vont se comporter comme des êtres humains. Et ça, on le sait, c'est la caractéristique de La Fontaine. La plupart des animaux présents dans les fables de La Fontaine se comportent comme des êtres humains. Ces loups, ils sont donc personnifiés. Ils représentent un peu des personnes humaines. Ok. Donc là, on a vu la première idée, c'est que l'auteur, il nous présente ces personnages en indiquant tout de suite qu'ils ont une portée symbolique, que c'est pas juste un chien, que c'est pas juste un loup. Maintenant, il va décrire ces personnages. Alors, on va commencer avec la description du loup, où là, on a deux choses à repérer. Il y a d'abord une couleur qui nous permet d'identifier n'avait que les os et la peau. Ça, c'est le deuxième élément, l'euphémisme. Et on a par ailleurs, en majuscule, alors vous, ce que je vous propose de faire, c'est comme on fait en cours, d'encadrer ne et que, c'est négation restrictive. Donc ici, on a deux idées en une, la négation restrictive et l'euphémisme. N'avait que les os et la peau. Bon, on comprend ici que le loup, il est extrêmement maigre. Il est dans une détresse totale. Il est exclu de la société, il vit en marge de tout le monde et il est extrêmement pauvre. N'avoir que la peau et les os, c'est être terriblement maigre, si maigre qu'on voit les os à travers la peau. Il n'a rien du tout, il est en pleine famine, il a extrêmement faim. Il est donc lié à la pauvreté. Cette liberté qui le caractérise, d'emblée, on voit qu'elle est liée à la pauvreté, que c'est pas facile d'être libre, que ça nous conduit à vivre un peu différemment des autres. À l'inverse, on va voir que le chien, lui, il est décrit comme étant extrêmement gras, beau, fort, en bonne santé. On va passer à la troisième et à la quatrième idée. Alors, la troisième idée, c'est une antithèse. Cette antithèse, vous pouvez l'identifier avec les deux slash. Il y a deux idées qui s'opposent. Les os et la peau, qui caractérisent le loup, extrêmement maigre, et au quatrième vers, gras, qui caractérise le dog, c'est-à-dire le chien de garde. D'emblée, on voit que le loup affamé, il s'oppose au chien qui est bien nourri. Et on a donc deux personnages que tout oppose, avec déjà un conflit central, la liberté du loup, le confort du chien, l'indépendance du loup, la servitude du chien. Et a priori, pour le moment, bah, être libre, ça semble pas être si positif que ça. Tout semble à croire qu'être asservi, qu'être euh, au service de quelqu'un, bah, ça apporte du confort et une bonne santé. D'ailleurs, pour renforcer cette idée-là, on va avoir, nouvelle couleur, quatrième et dernière idée de ce premier mouvement, une succession d'adjectifs, mélioratifs, ça veut dire positif, qui caractérisent, qui décrivent le dog, c'est-à-dire le chien de garde, dont on nous dit qu'il est puissant, il est beau, il est gras, il est poli. Bref, ici, on voit à quel point le confort apporte une bonne santé au chien et que, semble-t-il, il n'y a rien à gagner à être libre. Le chien, il est puissant et beau, en pleine forme physique, il est gras, gros donc, ce qui est un signe de bonne santé au XVIIe siècle. Ça veut dire qu'on a de la richesse, qu'on a de la nourriture. Et il est poli, ça veut dire qu'il est bien éduqué, il parle bien, et donc potentiellement, il va permettre, enfin, il va réussir à séduire le loup, à le détourner du droit chemin, à le détourner de la liberté pour le convaincre de rejoindre, eh bien, son confort, cette servitude. Ok, on passe à la suite.
Euh, le deuxième mouvement où le loup va s'approcher du chien et on l'a dit au début, le loup, c'est un prédateur. Le loup, c'est un animal dangereux et donc il va réagir comme un prédateur. Il va vouloir attaquer d'abord le chien de garde avant de se raviser et de changer de tactique. Alors, ce qu'on va identifier, et vous pouvez faire comme moi, avec de grandes parenthèses, c'est l'utilisation du discours indirect libre. Je vous rappelle que pour restituer les paroles d'un personnage, il y a quatre façons de faire. Le discours direct, on cite directement ce que dit le personnage, on entend directement le personnage parler. Généralement, on repère ça avec les deux points, les guillemets. On a le discours indirect, c'est le narrateur qui reformule, on n'entend plus le personnage directement parler. On a le discours indirect libre, qui est un peu entre le discours direct et le discours indirect. On n'entend pas le personnage directement parler, c'est le narrateur qui reformule, mais on entre vraiment dans la tête du personnage. On l'entend presque parler. Et enfin, il y a le discours narrativisé, qui consiste à résumer l'acte de parole. Ici, on a affaire à du discours indirect libre. On n'entend pas vraiment le loup parler, mais on est dans sa tête. Et le fait d'être dans sa tête, ça nous permet d'accéder directement aux pensées du loup, ça nous permet d'être au plus près de ce raisonnement. Dans ce discours indirect libre, on va prendre une nouvelle couleur et on va identifier une isotopie, c'est-à-dire un champ lexical, l'isotopie de la violence, qui va mettre en place un cadre conflictuel. Au début, on a l'impression qu'il va y avoir un conflit très net, physique, entre le chien et le loup, puisque le loup, en tant que prédateur, il va vouloir d'abord attaquer le chien. Ce qu'on voit avec les expressions l'attaquer, le mettre en quartier, livrer bataille. Mais le chien, en face, il est prêt à répondre. Il est prêt à faire œuvre de violence lui aussi, à faire acte de violence lui aussi. Ce qu'on voit avec la dernière expression, se défendre hardiment, ça veut dire se défendre avec courage, avec virulence, avec pugnacité. Et donc, le loup, il a conscience du danger. Et il se dit qu'il y a fort peu de chances qu'il puisse gagner cette bataille, qu'il puisse remporter ce duel. Et donc, il va complètement changer de stratégie. Le fait qu'il n'attaque pas le chien, ça, on le repère avec, troisième idée, l'utilisation du subjonctif imparfait, eu fait, que vous pouvez souligner. Alors, le subjonctif imparfait, c'est un temps qui a quasiment disparu. Ça permet d'évoquer une éventualité, une hypothèse au passé. C'est un irréel du passé. C'est ce qui aurait pu se produire. On voit ici que le loup, il aurait pu attaquer le chien, mais qu'il va considérer que c'est perdu d'avance. Donc ces pensées qu'il a dans sa tête, ces pensées de violence, il va les laisser dans sa tête, il ne va pas agir en conséquence. Et d'ailleurs, quatrième idée, nouvelle couleur, on a deux connecteurs logiques, deux conjonctions de coordination qui vont montrer le revirement du loup, ça veut dire son changement de tactique, sa nouvelle décision. Il est prêt à l'attaquer, le chien, mais le chien, il est prêt à se défendre. Donc, le loup, il préfère passer par la parole. Il préfère y aller diplomatiquement, gentiment, humblement, en se rabaissant, sans chercher à l'attaquer frontalement, sans chercher à l'attaquer physiquement. C'est pourquoi, cinquième idée, à la place de l'isotopie de la violence, on va avoir une autre isotopie qui prend la relève, nouvelle couleur pour cette cinquième idée, l'isotopie de la parole. La parole, elle va remplacer la force. On a des expressions qui renvoient en effet à des actes de parole, au dialogue, l'aborde, entre au propos, fait compliment, admire. On voit que le loup, il va chercher à mettre bien le chien. Il l'aborde humblement, donc il se rabaisse, il commence à discuter avec lui, il fait l'éloge de ce chien, hein, il lui fait compliment, il dit même qu'il admire son embonpoint. Bref, la violence, elle est complètement gommée et le loup, il décide de passer par la parole. On retrouve des éléments qu'on avait déjà mentionnés au préalable avec la sixième idée, et avec cette sixième idée, on peut donc reprendre une couleur qu'on avait déjà utilisée. Pour le 6 du grand 2, vous pouvez reprendre la couleur du 4 du grand 1. En effet, on retrouve l'idée du gras, de la grosseur, de l'embonpoint. L'embonpoint, c'est quand on a un bon ventre. On retrouve complètement l'idée, voilà, de cet adjectif, de cette caractérisation, en tout cas, un peu méliorative du chien, c'est-à-dire positive. On voit vraiment que ce qui caractérise le chien, c'est eh bien, son gras, sa grosseur et l'idée qu'il mange bien. Hein, ici, l'embonpoint, ça prolonge le détail du gras qu'on avait dans la première partie. Et c'est vraiment, on le comprend, la nourriture qui va cristalliser l'attention du loup, qui va vraiment retenir son attention et annoncer un peu l'opposition forte entre la liberté du loup
qui le fait littéralement crever de faim, et le confort du chien qui lui permet d'être en pleine santé. On passe à la troisième partie, le dialogue entre le chien et le loup. Alors ce dialogue, il est restitué au discours direct. En effet, on voit des guillemets avec des verbes introducteurs de parole, les deux points, et donc vous pouvez faire comme moi, deux crochets pour identifier les deux grandes prises de parole. Si vous voulez faire un seul crochet pour identifier tout le passage au discours direct, c'est tout aussi bien. Alors le discours direct, le fait d'entendre les personnages parler directement, ça permet de rendre la scène dynamique et vivante. On a l'impression d'avoir affaire à une scénette, à une petite scène de théâtre, et on va avoir, par la même occasion, une confrontation assez forte, assez visible, entre deux visions du monde opposées. D'un côté, la liberté du loup, mais avec tous les dangers que ça présuppose, toute la précarité que ça implique, et de l'autre, le confort soumis du chien. Alors le chien, il va chercher dans cette prise de parole à convaincre le loup de renoncer à sa liberté et donc de renoncer à son mode de vie. Pour ce faire, il va chercher à le séduire, à le persuader, à faire appel aux sentiments. Il va chercher à amadouer le loup pour faire en sorte que le loup devienne lui aussi un chien de garde. Le chien, on le sait, il parle très bien. On nous a dit qu'il était poli, éloquent. Et on voit, avec la nouvelle idée, le petit 2, nouvelle couleur, qu'en effet, hop là, le chien sait s'y prendre quand il s'agit de s'adresser à quelqu'un comme le loup. Il l'appelle beau sire. Beau sire, ça veut dire beau seigneur. C'est un compliment. Ici, en rhétorique, et c'est le nom que vous avez en latin, c'est une captatio benevolentiae. Ça veut dire une captation de bienveillance. C'est une technique utilisée en rhétorique, en éloquence, donc dans l'art de bien parler, qui consiste au début d'un discours à faire des compliments à ceux à qui on s'adresse, à son auditoire, pour créer un lien affectif, un lien de proximité, afin tout de suite d'amadouer son auditeur, quelque part de le mettre dans sa poche afin qu'il soit plus sensible, ce faisant, à ce qu'on va lui dire. Dites-vous que c'est un peu la même chose quand un président de la République, par exemple, il dit chère concitoyenne, cher concitoyen, il nous appelle cher, il nous fait miroiter ce lien de proximité avec lui. Bref, ici, le chien, il va chercher à séduire le loup avec un ton, pardon, faussement bienveillant. C'est au fond une flatterie qui dissimule une stratégie de persuasion. Ok, donc ensuite on va voir comment le chien, il va chercher à convaincre le loup de devenir un chien de garde et de renoncer à sa liberté. Ce qu'on va remarquer, hop, en 3, c'est que le chien, il utilise beaucoup de verbes au futur de l'indicatif et à l'impératif. Alors ces verbes-là, vous pouvez les souligner comme vous l'avez fait auparavant avec le subjonctif imparfait dans le 3 du grand 2. Vous pouvez juste les souligner en noir comme on a l'habitude de le faire. Je vais d'abord vous indiquer les verbes au futur. On a tiendra, ferait, aurait, faudra, sera. Ces verbes au futur, ils ont un intérêt. Je vous rappelle que chaque temps verbal a au moins une valeur. Le futur de l'indicatif, il permet de parler de l'avenir avec certitude. Voilà ce qui se passera très certainement à l'avenir. Bref, au fond, ici, le chien, pardon, il montre au loup que si le loup accepte de renoncer à sa liberté, alors il connaîtra nécessairement, obligatoirement, sans autre possibilité, le confort qui est celui du chien. Il aura forcément toute cette nourriture. Il ne peut pas en être autrement. Donc d'une part, on a du futur l'indicatif qui permet vraiment de bien vendre ce confort que le chien cherche à vendre au loup, et de l'autre, on a des verbes à l'impératif, ce mode verbal qui permet de donner des ordres. Présent de l'impératif ici avec quittez les bois, suivez-moi. Ici, ça montre, avec ces ordres, que le chien, il maîtrise complètement le discours, il dirige la conversation, il va imposer sa vision du bonheur, qui est vraiment fondée sur le confort matériel. Bref, c'est le chien qui domine l'échange, c'est lui qui gère complètement la discussion. On passe à une idée suivante. Hop, alors j'affiche les deux en même temps, puisque dans le petit 4, il y a deux idées en même temps. Alors la première idée, c'est une comparaison, un comparatif. C'est une nouvelle couleur, être aussi gras que moi. Ici, ça permet en effet de poser le chien un peu comme un modèle. Si tu veux être comme moi, alors suis mes recommandations. Et on voit que être comme lui, c'est être gras, donc être bien nourri. Ce faisant, être riche,
être dans un réel confort. Par ailleurs, on voit qu'il y a deux mots qui riment, et cette rime, elle met aussi le chien en position de modèle, d'exemple à suivre. Chien, ça rime avec bien. Fais comme le chien et tu seras bien. Ici, on voit à quel point le chien se fait le modèle d'un confort matériel présenté comme extrêmement enviable. Une servitude qui est paradoxalement une réussite. Alors non seulement le chien, il va faire un peu l'éloge de lui-même, il va faire l'éloge de son mode de vie, il se place en tant que modèle, qu'exemple à suivre, mais il va aussi chercher à faire le blâme du mode de vie du loup. Et ça, on le voit avec une énumération. Hop, alors moi j'ai souligné, vous pouvez encadrer, mettre entre parenthèses par exemple, une énumération qui va lister des mots. Alors, dans la légende, en petit 5, vous avez énumération dépréciative. Dépréciative, c'est négative, qui diminue la valeur de. Et qui va lister des mots qui appartiennent à l'isotopie de la pauvreté. Misérable, cancre, air, pauvre diable. Cancre, air, pauvre diable, ce sont des synonymes de misérable. On voit que la forêt, le lieu d'espace du loup, son espace de liberté, il est lié à la pauvreté, au manque, qui est représenté de façon extrêmement négative, péjorative, dépréciative, véritablement sous forme de blâme. Le chien, il continue son argumentaire et on passe au petit 6 avec deux éléments identifiés et on va utiliser une même couleur. Il va utiliser d'abord une question rhétorique, car quoi? Donc ici, il pose une question au loup. Les questions rhétoriques, je vous rappelle que ce sont de fausses questions dont la réponse est évidente. Et d'ailleurs, la réponse, elle est juste après. Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Alors ici, rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien d'assuré, bah, il n'y a aucun repas d'assuré, point de franche lippée, il n'y a aucun repas digne de ce nom, tout à la pointe de l'épée, le peu de nourriture que tu as, tu dois la conquérir avec la pointe de ton épée, ça veut dire en bataillant, en combattant, en faisant beaucoup d'efforts. Bref, qu'est-ce qu'il y a à gagner à être dans la forêt? Rien, nous dit le chien. La condition de ceux qui sont dans la forêt, c'est, il nous dit juste au-dessus, de mourir de faim. Juste en dessous, on a encore la couleur orange qui revient avec presque rien. Ce presque rien est un euphémisme. Un euphémisme, je vous rappelle, ça consiste à atténuer une réalité. Cet euphémisme, il est en réponse à une question du loup. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien, comme s'il cherchait en effet à diminuer les efforts qu'il y a à faire. Alors ça y est, le loup, il semble un peu convaincu, il semble un peu persuadé. Il écoute attentivement le chien, il se dit que peut-être c'est le chien qui a raison. Peut-être que cette liberté, elle est trop chèrement payée et qu'il vaut mieux être asservi, soumis, mais connaître le confort. Et donc, le chien, il va arriver à la fin de son argumentaire. On passe au 8. Pardon, c'est le 8 en effet sur... Non, au 7. Oui, c'est ça, c'est le 7. Euh, Au 7 sur votre fiche, l'énumération de trois groupes verbaux à l'infinitif qui sont en gros les trois tâches qu'il faudra faire, mener à bien pour réussir à être un bon chien de garde et donc pour avoir cette nourriture qui attire tant le loup. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiants, première tâche. Donc ici, il s'agit tout simplement, comme je vous l'ai dit, de garder le territoire et de chasser les gens portant bâton, c'est-à-dire les pèlerins, et les mendiants, c'est-à-dire les pauvres, bref, des gens qui ne présentent aucun danger. Première tâche. Deuxième tâche, il faut flatter ceux du logis, il faut plaire, flatter, faire plaisir à ceux qui habitent dans la maison, et il faut complaire à son maître, il faut plaire à son maître. On voit que les deux dernières tâches, flatter ceux du logis, tâche numéro 2, à son maître complaire, tâche numéro 3, elles sont vraiment synonymes. Il s'agit vraiment de plaire au maître, de ramper devant le maître, vous voyez, hein, d'être complètement soumis au maître. Bref, tel qu'il les présente, eh bien, les tâches pour connaître ce confort, elles paraissent un peu anodines, c'est pas vraiment de gros efforts à faire, mais ce qu'on voit en filigrane, c'est qu'elles traduisent une obéissance absolue au maître. Le travail du chien, c'est un service sans liberté. Alors, quand on fait ces tâches-là, qui sont présentées par le chien comme presque rien, pas grand-chose, qu'est-ce qu'on gagne? Hop, on passe au 8.
avec d'abord un connecteur logique, moyennant quoi, qui va permettre de relier les tâches à faire au salaire, c'est-à-dire au gain de ces tâches, et encore une énumération. Vous voyez qu'il y a beaucoup de listes. Encore une fois, les énumérations, moi je les ai soulignées, vous pouvez les mettre entre crochets ou entre parenthèses, c'est un peu la même chose. Hop, deuxième idée du 8, une énumération qui va lister les avantages de cette soumission absolue au maître. Votre salaire sera force relief de toutes les façons. Alors les reliefs, ce sont les restes d'un repas. Donc on nous dit qu'il y aura beaucoup de restes de toutes les façons imaginables, ça veut dire de tous les repas possibles et imaginables. Donc vraiment, il y aura énormément de nourriture de toutes sortes. Il détaille un peu après, os de poulet, os de pigeon. Bon, en fait, il y a quand même pas tant de nourriture que ça, et pas de toutes les façons non plus. Ce sont des os avant tout qu'il va falloir manger, donc pas une nourriture non plus qui fait rêver. Et enfin, bien sûr, le dernier avantage, c'est sans parler de maintes caresses, toutes les caresses affectueuses du maître. Bon, ici, on voit que le lien entre les devoirs du chien de garde et les avantages, bah, au fond, ça camoufle une sorte d'inégalité. Les récompenses matérielles que liste le chien, c'est un peu des illusions de bien-être. C'est pas vraiment aussi extraordinaire qu'on pouvait le croire au début. Et surtout, bah, ça dissimule complètement la soumission dont il faut faire preuve. Mais le discours du chien a complètement marché sur le loup. Et on le voit avec la dernière idée de ce troisième mouvement, une isotopie, celle du bonheur. On nous dit que le loup déjà se forge comme une félicité. Une félicité, c'est un synonyme de bonheur, c'est un bonheur immense. Et ce bonheur, il est si puissant qu'il fait pleurer le loup de joie, pleurer de tendresse. Hein, ici, on voit que l'isotopie du bonheur, elle marque un peu l'aboutissement du discours séducteur du chien. Le loup, il va croire au bonheur, mais La Fontaine nous a bien montré que c'était quelque chose d'extrêmement trompeur. On passe au dernier mouvement de cette fable, à la fin de cette explication de texte, qui va nous permettre justement de constater avec le loup à quel point ce confort, cette soumission, elle est trompeuse. Alors d'abord, ce qu'on va relever, c'est la première idée, c'est un verbe au passé simple. Je vous rappelle que le passé simple, c'est le temps de l'action, des actions qui font avancer l'intrigue. Et ici, cette action, c'est quoi? Le loup qui aperçoit un détail intrigant, un détail dissonant, ça veut dire qu'il ne va pas avec le reste. Le col du chien pelé, c'est-à-dire le cou du chien qui est sans poil. Les deux animaux, ils marchent ensemble, ce que signifie chemin faisant, mais voilà, ce cou pelé du chien, ça va venir un peu briser l'illusion du bonheur. On va voir l'envers du décor, la vérité cachée de la servitude. On va retrouver ici, en petit 2, du discours direct. Les personnages dialoguent sous nos yeux, on les entend directement, et ça rend cette chute, cette fin de fable d'autant plus dynamique et vivante. Tout s'enchaîne très très vite, et le fait que ça s'enchaîne aussi vite, bah, ça traduit deux choses. D'une part, la très grande curiosité du loup, et d'autre part, la gêne du chien, qui a bien du mal à répondre et qui va tenter d'esquiver toutes les questions du loup. Ce qu'on va relever d'ailleurs, troisième idée de nouvelle couleur, c'est l'omniprésence de la ponctuation interrogative. Le loup, pardonnez-moi, il pose énormément de questions. Hein. Il va être un peu pressant à l'égard du chien pour savoir de quoi il en retourne. Cette omniprésence de la ponctuation interrogative, elle reflète deux choses. Le trouble du loup, il comprend pas pourquoi il n'y a pas de poils, et puis quand même, il commence à soupçonner qu'il y a quelque chose derrière ce bonheur, et la gêne du chien, qui va, encore une fois, chercher à esquiver toutes les questions du loup. Alors d'ailleurs, on remarquera en quatrième idée, la répétition d'un mot utilisé par le chien, le mot rien, que va reprendre le loup. Le chien, il essaye de retarder un peu son aveu. Qu'est-ce là, lui dit-il? Rien? Quoi? Rien? Vous voyez, ici, on a un peu une sorte de retard. Le chien, il botte en touche. Il préfère ne pas trop dire pourquoi il n'a pas de poil au niveau du cou, pourquoi il n'a pas ce que tout chien devrait avoir. Il va chercher à dissimuler un peu sa servitude. Bon, il est un peu gêné par cette servitude, c'est qu'au fond, il sait qu'il y a là quelque chose de négatif. On n'est pas gêné de quelque chose qui est naturel, qui est véritable, qui est authentiquement bon. S'il est gêné, c'est quelque chose de mauvais dans cette servitude. Le loup, il va continuer à presser le chien, à faire en sorte qu'il réponde, et le chien, il va avoir bien du mal. On passe à une cinquième idée. Le chien, il va utiliser des euphémismes. Il va tenter de
cacher la vérité, de dissimuler l'envers du décor avec des euphémismes en atténuant la réalité du collier. C'est la cinquième idée et c'est une nouvelle couleur. Il nous dit, bah rien, c'est peu de choses. Il va dire, bon, le collier, c'est peut-être ça qui me cause cette absence de poils. Il va dire, bon, je cours pas toujours. Ici, il cherche à chaque fois à diminuer la réalité, en réalité, de la servitude. Il cherche à diminuer la douleur de cette soumission. Le chien, il finit par cracher le morceau. Hein, le loup pose tellement de questions que le chien ne peut pas faire autrement et il crache le morceau. Alors, il la crache, hop, entre crochets. C'est la sixième idée, à travers une phrase qui a une formulation très alambiquée. Alors, alambiqué, je pense que c'est un adjectif un peu nouveau, est alambiqué, ce qui est inutilement complexe. Regardez sa phrase, il tourne autour du pot, elle n'est pas claire sa phrase. Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Bon, plutôt que de dire, ah oui, bah ça, c'est le collier auquel je suis attaché, il va dire, alors, l'absence de poils, elle est peut-être reliée, mais c'est pas sûr, à cet objet auquel je suis attaché toute la journée et que tu vois à présent. Vous voyez, c'est inutilement complexe. On a l'impression qu'il cherche à noyer la vérité sous un tas de détails, à noyer le poisson. Bref, ici, alors que c'était vraiment le chien qui avait l'ascendant auparavant, alors que c'était le chien qui dominait complètement l'échange, on voit que tout se retourne. On a un retournement de situation. Le loup va prendre l'ascendant. Alors, la septième idée, c'est juste une idée à retenir. Il n'y a aucune couleur. On voit qu'ici, la répartition de la parole, elle est en faveur du loup. La répartition de la parole, ça veut dire qui parle le plus. Et traditionnellement, pas toujours, mais traditionnellement, celui qui parle le plus, c'est celui qui domine la scène. Auparavant, c'était le chien. Maintenant, ça devient le loup. Et c'est logique. Le chien, il est un peu perdu. Il se rend compte que finalement, il va peut-être pas pouvoir réussir à faire du loup un chien de garde. Il va pas pouvoir asservir le loup. Et le loup, il commence à prendre du poil de la bête et il se dit, mais j'ai peut-être pas envie d'être asservi comme un esclave, être un petit soumis au maître et à perdre toute ma liberté. Ce refus du loup, il va être matérialisé par, huitième idée, une négation grammaticale. Alors les négations grammaticales, les négations, moi je les ai mis en gras et en majuscule, vous pouvez les encadrer. Alors, on va d'abord relever vous ne courez donc pas, avec ne pas qui encadre le verbe courir. Ici, cette négation, elle permet de signaler, de souligner l'absence de liberté du chien. Le chien, il n'a pas la liberté d'aller où il veut. Et donc, bah, bien sûr, la fin de la fable, elle est déjà annoncée. Le loup, il est scandalisé par cette servitude et il ne va pas s'y soumettre. On a deux autres négations grammaticales qui vont apparaître. C'est la neuvième idée et on va encore les encadrer, encore les identifier. Ces deux autres, c'est ne aucune, je ne veux en aucune sorte et ne pas et ne voudrais même pas à ce prix un trésor. On voit que lorsque le loup constate que le chien est complètement bridé, contraint, soumis, asservi, on voit que, disais-je, le loup refuse absolument de se laisser séduire et de renoncer à sa liberté. Les deux négations grammaticales finales, elles permettent au loup de refuser avec force la servitude auquel le chien essayait de le convertir. C'est un revirement catégorique, un changement de décision, d'avis, d'opinion drastique, et ça produit un effet de chute. On avait l'impression que c'était le chien qui allait gagner, bah pas du tout. C'est le loup finalement qui sort triomphant de cet échange. Et on le voit à la fin avec ce loup qui court encore. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore, avec deux verbes au présent. C'est du présent de narration qui est utilisé ici. Le présent de narration, c'est le temps du présent que j'utilise dans un contexte passé. Ça permet de dynamiser un peu ce que je dis, ça permet de rendre plus vif, plus intéressant, plus dynamique ce que je raconte. Et ici, on a l'impression en effet de voir le loup continuer de courir sous nos yeux. Le deuxième verbe, avec l'aide de l'adverbe encore, on a presque l'impression que c'est un présent de vérité général. Ceux qui sont libres courent encore et toujours. Le loup, on le comprend, il a choisi la liberté au prix de la faim. Le verbe courir, il incarne le mouvement vital de la liberté, le fait de courir où l'on veut. Le loup, il incarne donc la liberté, ceux qui sont libres, ceux qui refusent de brader, de vendre leur liberté, alors que le chien, il incarne le soumis, ceux qui vendent leur liberté au prix d'un petit confort, mais assez illusoire, et en réalité pas si confortable que ça. La onzième et dernière idée, elle n'implique aucune couleur, c'est juste une idée générale à retenir, celle que j'avais énoncée plus tôt.
On a affaire à une morale implicite. Ça veut dire qu'elle n'est pas évidente. Il n'y a pas une morale claire que l'auteur énonce à la fin. La Fontaine, ici, il conclut sur une image forte, pas sur un proverbe, pas sur une maxime. La fuite du loup, quelque part, et vaut mieux que tout discours. La liberté, elle est risquée, bien sûr, mais elle reste plus précieuse que le confort de la servitude. La liberté, c'est le plus beau des trésors. La liberté, c'est la vie. Et voilà pour cette explication de texte numéro 6. Évidemment, on reprendra tout ça en cours si nécessaire. Je vous laisse de votre côté préparer cette explication de texte. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et de toute façon, on en reparle en cours.